Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. En 2000, le système de santé français était classé meilleur système au monde. 23 ans plus tard, les choses ont bien changé. La crise du Covid a dévoilé le déclassement de notre système hospitalier. Manque de lits, manque de personnel, manque de moyens. L'hôpital s'appauvrit tout en coûtant de plus en plus cher. L'administratif est de plus en plus envahissant. Un Français sur 4 n'a pas accès à un généraliste. Les conditions de vie des infirmiers sont de plus en plus difficiles. 40% des infirmiers veulent changer de métier. 30% d'entre eux abandonnent leur profession dans les 5 ans. Ces infirmiers qui font aussi face à une grande insécurité. Lundi dernier, un homme a tué une infirmière au CHU de Reims. S'ajoute à cela une population de plus en plus vieillissante. Aujourd'hui, je rappelle qu'un quart de la population a plus de 60 ans et cette population n'a jamais eu autant besoin de soins. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Ce matin, on en parle avec Pierre Schwab notamment. Bonjour Pierre Schwab. Bonjour. Vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes membre du collectif Interurgence et nous sommes avec Bruno Megarban. Bonjour Bruno Megarban. Bonjour. Vous êtes chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière de Paris. Exactement. Alors d'abord, je voulais parler, on va faire un bilan de ce qui manque dans l'hôpital français, et notamment un manque de moyens. Il y a un manque, notamment la crise du Covid, qui a révélé que nous manquions de lits de réanimation, notamment une diminution du nombre de nos lits. De 1950 à 1990, on est passé de 350 000 lits à 180 000 lits, et depuis, il y a une diminution jusqu'à arriver aujourd'hui à 387 000 lits de réanimation. Alors ça, Bruno Megarban, est-ce que pour vous, c'est un révélateur notamment du manque de moyens qu'il y a dans l'hôpital aujourd'hui ? Alors, juste pour corriger un tout petit peu vos chiffres, en fait, nous disposons de 287 000 lits, tout compris, voilà. Dont 5 000 lits de réanimation, dont un certain nombre, environ 5 à 6% fermés actuellement par manque de moyens et de personnel. Alors même que tout le monde l'avait bien compris, au pic de la crise, c'est-à-dire lors de la première vague, eh bien, nous avons eu besoin de 7 000 lits essentiellement sur 2 régions en raison de l'afflux massif de patients victimes de la Covid-19. Donc, malheureusement, les 5 000 lits de réanimation, tout compris, sont probablement largement insuffisants pour faire face, en tout cas, à une crise, sont extrêmement insuffisants dans le fonctionnement quotidien, puisque nous sommes souvent amenés à gérer des patients relevant d'une hospitalisation dans un lit de soins critiques sur un brancard aux urgences, ou de faire patienter ce patient pendant plusieurs heures, pour ne pas dire 1 ou 2 jours, dans un service qui n'a pas la capacité de le prendre en charge de façon optimale, le temps qu'un lit se libère pour pouvoir le transférer en réanimation. En fait, nous travaillons à flux tendu par manque de lits. Et malheureusement, cette stratégie de fermeture de lits se poursuit alors même que le gouvernement, le ministre de la Santé, les autorités sanitaires s'étaient engagés non seulement à ne pas fermer de lits, mais même à augmenter le nombre de lits pérennes en réanimation. Et ça n'est malheureusement pas le cas. Pierre Schwab, notamment sur ce manque de lits de réanimation, est-ce que toutes ces restrictions sanitaires étaient surtout par manque de moyens de l'hôpital d'accueillir des personnes en insuffisance respiratoire, notamment à cause du Covid ? Enfin, il faut bien comprendre que oui, pendant le Covid, on a vu qu'on manquait de lits de réanimation, mais dès 2019 et la création de notre collectif, ce qu'on dénonçait, c'était le manque de lits tout court d'hospitalisation dite complète. En réalité, on a fermé un certain nombre de lits, plus de 30 000 lits ces 10 dernières années, et ça a eu des conséquences directes, bien avant la crise du Covid-19, où les professionnels de santé étaient mobilisés pour dénoncer cette déliquescence, en fait, déjà programmée de notre système par des choix politiques d'orientation et principalement d'économie sur la santé. En fermant des lits, ça permet d'économiser sur les salaires et les professionnels. Aujourd'hui, la communication voudrait dire que, à cause du Covid-19 ou à cause de la société, les gens ne veulent plus faire notre profession, ne veulent plus travailler à l'hôpital, ne veulent plus travailler avec les autres. C'est un peu vrai pour tous les services publics en général, d'ailleurs, actuellement. Je pense surtout que les conditions de travail actuelles dans nos institutions, quelles qu'elles soient,
sont devenus intolérables. On a cassé le service public. Alors là, il est à peu près général. On voit aujourd'hui les conséquences, notamment avec une augmentation de la violence. Cette violence, on la dénonçait également en 2019. Le collectif Interurgence, il a été créé à cause des violences aux urgences. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Nous, ce qu'on dénonçait à l'époque, c'est que si les institutions ne sont pas capables de répondre aux besoins de la population, forcément, ça va créer de la colère. Aujourd'hui, on nous propose de nous mettre des portes à serrure ou de répondre à la colère. C'est pas le problème. Il faut répondre aux causes de cette colère. C'est le manque de moyens dans nos institutions, le manque de moyens humains, le manque de moyens matériels et le manque de lits d'hospitalisation en ce qui concerne l'hôpital public. Et justement, manque de personnel, on va en parler, mais juste avant, vous avez parlé manque de moyens, manque de matériel. Bruno Megarban, aujourd'hui, l'hôpital a un manque de matériel et le matériel n'est pas renouvelé. C'est-à-dire qu'on est dans du matériel pas obsolète, mais en tout cas qui n'est pas à la pointe de la dernière technologie, ce qu'on pourrait attendre pour un pays comme la France qui était en 2000, je rappelle, le système de santé français classé le meilleur du monde. Alors, je dirais, pour ma part, c'est pas tellement le manque de matériel, ou en tout cas son obsolescence, qui pose problème. C'est plutôt vraiment la problématique de lit. Ce qui d'ailleurs crée ce qu'a bien expliqué mon collègue, ces problèmes de tension entre le personnel. Puisqu'en fait, étant amené à prendre en charge des patients dans des conditions inadaptées, eh bien, ceci augmente en fait paradoxalement la charge de travail et donc évidemment rend les conditions de travail peu agréables, difficiles et démotivées. Donc nous sommes dans un cercle vicieux dont l'origine évidemment c'est cette volonté permanente de contrôler le nombre de lits comme variable d'ajustement comptable de l'activité. Or, les besoins en santé, c'est ça le problème, les besoins en santé augmentent parce que la population vieillit, parce que malheureusement la paupérisation d'un certain nombre de personnes augmente. Beaucoup de personnes n'ont pas de médecin traitant, donc arrivent parfois avec des pathologies très avancées à l'hôpital. Et donc, effectivement, on manque de lits de soins critiques pour les prendre en charge pour leurs pathologies aiguës, mais surtout, on manque de lits d'aval leur prise en charge. Et en fait, souvent, on les soigne d'une maladie pour laquelle ils devaient absolument être hospitalisés pour éviter de mourir. Mais malheureusement, une fois qu'on les guérit de cette poussée aiguë, il n'y a plus de suivi chronique. Et donc, ils s'exposent à un risque de récidive très rapide. Et en fait, on est dans une qualité de soins qui diminue. Et vous avez dit donc une qualité de soins qui diminue, une gestion comptable, une gestion technocratique. On va en revenir. On va revenir tout à l'heure sur cette gestion technocratique. Pierre Schwab, je voulais parler avec vous du manque de personnel et justement, on manque de personnel et pourtant on a suspendu des soignants. Aujourd'hui, ces soignants, ils reviennent dans un système donc qui a manqué de personnel pendant plusieurs mois. Comment s'est passé? Est-ce que vous avez eu des retours de comment s'est passé comment ont été traités ces soignants suspendus quand ils sont revenus? Pour vous donner un ordre d'idée, sur ma structure, il y a environ entre 1300 et 1500 professionnels. On a eu 7 retours de professionnels non vaccinés. Je ne sais même pas qui c'est. Pour tout vous dire, on ne sait pas qui c'est. C'est une goutte d'eau. Ça fait plus de 2 ans maintenant que ces professionnels ne sont plus payés par l'assistance publique ou par les hôpitaux. Je ne sais pas qui peut vivre 2 ans sans salaire. Très clairement, je pense que la plupart d'entre eux ont changé de profession ou se sont reconvertis ailleurs. Donc nous, aujourd'hui, on est sur un tel manque. C'est pas, on parle pas d'une centaine de professionnels là qui manquent. On parle de plusieurs milliers de professionnels là qui sont en train de manquer dans les hôpitaux publics actuellement. Donc c'est clairement pas le retour de ces gens-là qui va changer la donne. Aujourd'hui, très clairement, je pense que effectivement. En ce qui concerne les personnes vaccinées à l'hôpital, je suis pas sûr qu'il y ait encore énormément de professionnels qui soient à jour de leur vaccination sur le Covid-19. Donc, je pense que qu'ils reviennent, ça me paraît un peu normal, au sens où il n'y a pas plus personne n'est en fait à jour. Donc, mais très clairement, c'est un effet de communication parce que ça ne changera absolument rien à la situation actuelle. Bruno Megarban, justement, sur le traitement de ces soignants suspendus, de ces soignants qui n'étaient pas vaccinés. Écoutez, moi, j'ai été favorable à leur retour au moment où le visage de l'épidémie a changé, avec l'émergence d'un variant beaucoup moins virulent et extrêmement contagieux. Et donc, effectivement, et surtout, une immunité collective
très bonne, avec bien sûr une vaccination d'environ 85% de la population éligible. Donc l'équation globale entre un variant moins dangereux et une immunité collective acquise, il faut le reconnaître, grâce beaucoup par la vaccination anti-Covid, eh bien, a fait que il n'était plus nécessaire d'obliger les soignants à se faire vacciner. En fait, le fait d'avoir reçu 2 doses de vaccin plus une dose de rappel constitue, on va dire, la vaccination protectrice contre les formes graves de la maladie. Un certain nombre ont refusé ce schéma, mais du fait d'avoir été naturellement contaminés par Omicron, eh bien, ils ont probablement arrivé à une immunité équivalente, leur permettant de travailler dans un milieu où, quand même, il faut le reconnaître, circule à un haut niveau pendant les pics épidémiques, le Covid. Et donc, le fait qu'on ait demandé une vaccination était tout d'abord eh bien, un moyen de les protéger eux-mêmes contre le risque d'être contaminés et bien sûr aussi, évidemment, de transmettre le virus. C'est ça. Pierre Schwab, notamment pour finir sur ces soignants suspendus, vous comprenez pas pourquoi ils ont mis autant de temps à revenir, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de risque de pandémie, c'était derrière nous, et pourtant ils ont mis plusieurs mois avant de pouvoir réintégrer leurs fonctions. Après ça, je pense que c'est des décisions politiques et c'est des décisions purement politiques et qui je j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Enfin, je veux dire, politiquement parlant, on a choisi sur une question morale plus que médicale Oui, c'est ça. d'exclure des professionnels. Mhm. Après, aujourd'hui, leur retour, très clairement, je vous dis, 7 professionnels sur 1500 dans un hôpital. Enfin, bon, bah, ils reviennent. Ouais. Oui, ça changera pas grand-chose à la situation, très clairement. Alors, on va continuer à reparler de l'hôpital et puis de ce manque de personnel, un personnel qui travaille dans des conditions de plus en plus difficiles. En attendant, il est 8h, quasiment 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et nous sommes avec Bruno Mégarban, chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière de Paris, et Pierre Schwab, infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon et membre du collectif Inter-Urgence. Je voulais revenir avec vous, Pierre Schwab, sur le manque de personnel. On en a parlé donc du traitement des soignants suspendus, de quelques-uns qui ont été réintégrés, mais aussi on va parler de ces conditions de travail qui sont éreintantes, d'une rémunération qui est insuffisante. Il y a une perte de sens, en tout cas dans leur travail. 4 infirmiers sur 10 comptent changer de métier. 30% des infirmiers abandonnent au bout de 5 ans seulement. Alors pourquoi le métier d'infirmier est aujourd'hui de plus en plus difficile à vivre ? C'est assez multifactoriel. Je pense que il y a une principale, c'est les conditions de travail, surtout actuellement, qui sont telles, alors, en termes de jours travaillés, d'impossibilité de poser des jours de repos, de difficultés pour poser des jours de vacances, surtout dans la période actuelle. Au bout d'un moment, les professionnels commencent à être un peu épuisés. On est largement au-delà des 35 heures pour les professionnels, que ce soit paramédicaux et même médicaux. Pour les infirmiers, la situation au niveau salarial, avant le Ségur, on était classé 27e sur le niveau salarial des pays de l'OCDE, et aujourd'hui, on est à peu près 17e. Donc voilà, il y a encore une certaine marge. Effectivement, au niveau de la formation, alors on a un problème également avec Parcoursup, puisqu'on on a environ 30% des étudiants qui quittent le cursus de formation dès la première année, parce que tout simplement, pour travailler dans le milieu hospitalier, faut quand même le choisir à un minimum, parce que c'est pas un endroit où on peut aller par défaut. Ça exige quand même une implication, un engagement. Et cet engagement et cette implication, il est d'autant plus fort que quand on se retrouve dans une situation où on est incapable de répondre aux besoins de la population, ou incapable de répondre aux besoins de notre patient en face de nous, et qu'on est en train de faire un travail qu'on considère un petit peu comme presque déshumanisant, voire presque proche de la maltraitance, comme on peut voir au niveau des urgences, quand on a des personnes âgées qui restent pendant plusieurs jours sur des brancards parce qu'on n'a pas de lit. Ça, c'est une maltraitance qu'on appelle institutionnelle, mais pour nous, c'est de la maltraitance. Ça reste marqué dans le physique et dans la chair des patients.
Donc oui, c'est extrêmement démotivant et puis même c'est presque un révélateur et c'est presque un petit peu un repoussoir pour les professionnels qui voudraient venir. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'attirer des professionnels au vu de nos conditions de travail. Et quel que soit le discours qu'on peut tenir, de toute façon, dans leur formation, les professionnels viennent sur nos services et viennent à l'hôpital. Donc si ce qu'on disait était faux, ils le verraient très vite, puisqu'ils font partie de nos études, se concentrent sur le milieu hospitalier en stage. Et en réalité, non, ils viennent au premier stage et, comme je vous dis, 30% ne reviennent pas derrière. Donc, une première année, donc c'est extrêmement compliqué. Bruno Megarban, vous avez vu cette évolution, vous allez jusqu'à dire que c'est une maltraitance comme Pierre Schwab aujourd'hui des infirmiers, des aides-soignants? On va dire, bon, je ne sais pas si c'est une maltraitance, mais en tout cas, les conditions de travail sont parfois extrêmement difficiles, effectivement, en raison de la désorganisation du système, c'est-à-dire un flux permanent de patients, notamment dans les services d'urgence, et une insuffisance de lits, notamment d'aval, pour les hospitaliser et les prendre en charge, et donc un travail dans des conditions difficiles. C'est pourquoi, évidemment, nous avions réclamé ce fameux choc d'attractivité. Il y a bien sûr la revalorisation financière qui a été faite pour partie, mais il y a aussi l'amélioration des conditions de soins. Et je sais que les personnels paramédicaux demandent la mise en place de ratios maximum dans les services de soins, justement pour éviter que l'une des solutions pour répondre au manque de personnel soit l'augmentation du nombre de patients qui doivent être pris en charge par des infirmiers, parfois dans des mauvaises conditions, parce que ce sont des infirmiers qui ne connaissent pas bien le service dans lequel ils travaillent, donc qui connaissent pas bien les patients dont ils ont la charge, et donc ceci engendre évidemment une qualité de soins qui diminue. Et malheureusement, aujourd'hui, la gestion de l'hôpital ne se fait pas pour améliorer la qualité, mais pour améliorer l'équilibre budgétaire. On en reste là-dessus, c'est-à-dire il faut en fait une modification totale du raisonnement avec un changement de gouvernance, un changement de mode de financement qui ont été promis mais qui n'arrivent toujours pas. C'est-à-dire on a maintenu les pôles, les DMU, on a maintenu la gestion par la T2A de l'hôpital, et donc, finalement, tant qu'on ne veut pas changer les rouages du système, je crois que malheureusement, le système est condamné à exploser à terme, mais je dirais c'est peut-être l'objectif politique. Oui, c'est peut-être l'objectif politique, mais justement, on en reparlera tout à l'heure de cette gestion technocratique. Je voulais parler de l'administration aussi, de la surcharge administrative, c'est-à-dire qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de personnel, et donc pour ça, on va utiliser finalement le personnel. 20% du personnel administratif sont déjà des personnels soignants détachés à temps plein, 10% du temps 10% du temps est occupé à charge administrative, soit 5h30 par semaine. Pierre Schwab, vous l'avez vu ça, cette surcharge administrative des soignants, des infirmiers qui sont obligés maintenant aujourd'hui de devoir donc s'occuper de ça parce que finalement il n'y a plus assez de monde pour s'en charger. Faut tout faire. Alors généralement, effectivement, on a une grande charge administrative. Après, quand on a des professionnels qui sont généralement des aides-soignants qui sont détachés, qui deviennent des secrétaires médicaux, qui deviennent dans l'administratif, généralement, ce sont des professionnels soit qui sont plutôt âgés, qui sont plus capables physiquement parlant de travailler aux soins. Si vous voulez, quand on est fonctionnaire titulaire et qu'on n'est plus capable en tant qu'aide-soignant ou infirmier de travailler dans les soins, il faut bien qu'on travaille quelque part. Et donc, généralement, on a des postes qui sont fléchés plutôt dans le milieu administratif, où les conditions, en tout cas physiques, sont moindres que dans les services de soins avec des patients. Donc c'est pour ça que je dirais pas qu'on est en train de recruter des professionnels soignants pour faire de l'administratif. Aujourd'hui, si on recrute un infirmier, c'est pour faire infirmier, parce qu'on en manque beaucoup. Également chez les aides-soignants. En revanche, effectivement, la part administrative a pris une place prépondérante dans le fonctionnement de l'hôpital. On va bientôt avoir ce qu'on appelle les certifications, donc les vérifications, les contrôles, qui sont généralement des contrôles de dossiers médicaux plus que de fonctionnement réel d'hôpitaux. Aujourd'hui, on note effectivement les hôpitaux, comme le disait M. Megarban, sur leur capacité à réaliser des économies. Donc, toute cette administration, toute cette cotation, la tarification à l'activité, c'est plus un problème d'ailleurs médical que paramédical. Nous,
Notre administratif, il est plutôt sur le papier pour les bilans, mais ça, après, c'est de l'organisation interne suivant les hôpitaux. C'est surtout du problème administratif médical qui prend un temps considérable pour les médecins. Et on va parler. Donc, on a parlé du manque de moyens, on a parlé du manque de personnel, de la surcharge administrative, mais aussi du manque d'accès. Parce que un Français sur 4 aujourd'hui n'a pas accès à un généraliste. On parle des déserts médicaux, que les hôpitaux seraient concentrés dans les grandes métropoles et qu'aujourd'hui, il y aurait des hôpitaux de proximité qui seraient en réalité seulement des rustines pour combler un manque, mais que finalement, les vrais soins, enfin en tout cas, la plupart des grands soins se feront dans les grandes métropoles. Bruno Megarban, vous l'avez vu, ça, cette centralisation en fait de l'hôpital? Oui, tout à fait. En fait, malheureusement, l'organisation du système hospitalier, alors d'un certain côté, probablement pour, on va dire, améliorer la qualité médicale, parce qu'effectivement, un certain nombre de soins, on va dire, très pointus, nécessitent des spécialisations extrêmement importantes. Mais d'un autre côté aussi, uniquement dans un but de gestion centralisée, eh bien, aboutit à ce paradoxe, c'est-à-dire aujourd'hui, l'accès aux soins devient difficile. Alors, ça n'est pas évidemment la conséquence de décisions récentes, mais c'est la conséquence d'une politique de santé depuis maintenant une vingtaine d'années qui a consisté à vouloir au départ limiter les dépenses en limitant les prescripteurs. C'est pourquoi aujourd'hui le nombre de médecins est très largement insuffisant. Mais comme solution, eh bien, on a apporté au système eh bien, des fusions de structures. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des hôpitaux dits complémentaires, c'est-à-dire en fait, quand vous allez dans un hôpital donné, eh bien, vous n'avez pas accès à toutes les possibilités de soins, de spécialisation. Vous devez aller dans un autre hôpital pour avoir une autre spécialité. Donc, sur un territoire donné, il y a un hôpital par spécialité à peu près. Et donc, malheureusement, au lieu uniquement de viser la qualité, on a limité l'accès. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous, on le voit au quotidien pour des patients qui sont en réanimation, lorsque l'on veut transférer un patient vers un service avec une spécialité donnée de pointe, eh bien, c'est extrêmement difficile. Et parfois, on est obligé de renoncer à l'hôpital public et d'envoyer le patient en clinique. Et c'est ça le drame, c'est-à-dire nous assistons en direct à la mort de l'hôpital public et à cette médecine à double vitesse, c'est-à-dire avec une médecine malheureusement où eh bien, le patient devra payer. Oui, c'est ça. Le patient devra payer parce que l'hôpital public n'a plus les moyens. Et finalement, il y a les hôpitaux privés qui font payer à l'acte. Ça, on va en reparler. Et qui sont aussi dans une logique de rentabilité. C'est-à-dire, plus ils peuvent gagner de l'argent avec des actes médicaux, plus ils le font. Pierre Schwab, justement, sur cette centralisation de l'hôpital, c'est la fin de l'hôpital public pour vous? Oui, oui, mais ça, c'est des choix politiques. Il faut bien comprendre que ça fait plus de 20 ans maintenant on a un début d'apparition de déserts médicaux, d'abandon de certains territoires et d'endroits où il y a une carence très clairement en accès aux médecins. Ça a conduit en 10 ans à peu près 100% d'augmentation des passages aux urgences. Mhm. Mais dans le modèle économique, c'était plutôt arrangeant, en fait, que ces patients viennent consulter aux urgences. Dans le modèle économique de la tarification à l'activité, le patient qui rapporte le plus d'argent pour un service d'urgence, Mhm. et pas simplement dans la TELESA, mais plus d'ailleurs dans les enveloppes globales, c'est le patient qui vient pour une consultation. Celui qui vient, qui nous dit un truc et qui repart tout de suite. Il consomme pas grand-chose en soins, il consomme pas grand-chose en personnel, et il rapporte plutôt beaucoup d'argent puisque c'est au lieu d'avoir une consultation à 20 euros chez le médecin traitant, c'est une consultation à 120 euros. Mhm. Donc ça rapporte effectivement beaucoup plus d'argent qu'une patiente qui viendrait pour une fracture du fémur et qu'il faudrait qu'on bilan, qu'on hospitalise, qu'on fasse des radios et qui va consommer du personnel. Là, cette patiente-là ne va pas rapporter. Il faut bien comprendre que la vision hôpital public, hôpital privé, c'est un petit peu tronqué. Vous avez des hôpitaux privés qui font du service public. Vous avez les anciens PSPH, participants au service public hospitalier. Vous pouvez être un patient qui relève du service public et être traité dans un hôpital dit privé. Et vous pouvez tout à fait être un patient privé traité dans un hôpital public.
Donc, il y a vraiment un mélange des genres qui a été fait au niveau de ces deux-là. Je pense qu'il faut bien comprendre que on ne reviendra pas forcément tout de suite à un modèle qu'on a pu avoir dans les hospices au 19e siècle où c'était réservé exclusivement aux indigents. Je pense qu'il faut bien avoir comme idée qu'aujourd'hui, si l'hôpital est une entreprise, la marchandise, c'est la pathologie. C'est vous, enfin, c'est votre maladie. Et il y a des pathologies qui rapportent et des pathologies qui ne rapportent pas. Et ça, quel que soit votre financement, si vous voulez. Moi, je travaille à l'hôpital Beaujon, à Clichy. À côté, on a un hôpital qui s'appelle l'hôpital américain, qui est plutôt réputé pour être un hôpital privé assez lucratif et qui rassemble une population plutôt aisée. Je peux vous assurer qu'ils ne font pas toutes les pathologies, ne prennent pas en charge toutes les pathologies. Certaines pathologies sont trop chères et ne rapportent pas d'argent. Elles ne peuvent être faites que par le service public, notamment sur ce qui est les grosses greffes et sur d'autres pathologies. Mais dès que la pathologie, en fait, a un coût trop important ou en tout cas ne rapporte plus d'argent, eh ben, il sera délaissé pour le service public. Donc là-dessus, tout le monde pourra être malheureusement, condamné à aller vers un service public qui sera bien évidemment moins, dans lequel on va on a déjà commencé de façon à le détruire. Mais pour ce qui concerne la destruction, il faut juste reprendre les propos du président, ses derniers propos sur la santé. Hein. Il est difficile de reconstruire un modèle quand tout n'a pas été détruit. Et l'écart. Il y a pas de. Je pense que là, très clairement, il dit très clairement ce qu'il compte faire, ou en tout cas, quelle a été la politique de ces 20 dernières années dans le milieu hospitalier. Et l'écart va se creuser de plus en plus entre l'hôpital privé et l'hôpital public. On va parler de cette gestion technocratique de l'hôpital. Hein. Vous en avez parlé aussi, Bruno Megarban, de cette gestion comptable, de cette gestion technocratique. Mais avant, j'ai une question peut-être un petit peu naïve. Et donc, comme beaucoup de personnes, j'ai des amis qui ont fait médecine, qui ont fait beaucoup d'années d'études. La première année est compliquée. Je les ai vus, ils en ont bien bavé. Et pourtant, aujourd'hui, comment se fait-il qu'on ait une pénurie de soignants et surtout que 80% du personnel, par exemple, dans le Cher, sont des ressortissants étrangers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois, le concours de médecine est très compliqué, c'est des études très compliquées, et on manque de personnel, et au final, on a affaire à des ressortissants étrangers. Comment ça se fait, Bruno Megarban, qu'on en soit arrivé là ? Écoutez, il y a à peu près 20 ans, on a pensé de façon très naïve qu'en diminuant le nombre de médecins, donc le nombre de prescripteurs de soins, d'actes médicaux, eh bien, on pourrait réduire les coûts de la santé de la population. Malheureusement, l'équation est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas que le prescripteur, il y a aussi le besoin en santé. La population vieillit, les maladies chroniques augmentent, les maladies psychiatriques dans une société difficile augmentent. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé dans une inadéquation entre la possibilité d'offrir et la demande en soins de la population. Et donc, de fait, c'est en ayant réduit le nombre de médecins, pour autant, la demande de la population a resté le même, voire même a augmenté très largement. Et donc, évidemment, pour soigner les patients, pour éviter, bien sûr, d'avoir une morbidité accrue, une mortalité accrue, eh bien, on doit absolument faire appel à des médecins formés ailleurs pour pouvoir soigner les patients français. Et donc, effectivement, on a fait appel à des médecins étrangers, ce qui d'ailleurs, entre nous, diminue le nombre de personnes formées à la médecine dans ces fameux pays d'où proviennent ces médecins. Donc, paradoxalement, c'est pas bon non plus pour les autres pays dont ils proviennent. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous trouvez des hôpitaux, alors généralement plutôt en périphérie, des hôpitaux généraux, où il n'y a aucun médecin diplômé initialement de France. Ce sont des médecins à diplôme étranger. Alors, on va dire, heureusement qu'ils existent. C'est ça dont il faut se rendre compte, car s'ils n'étaient pas là, eh bien, ça aurait été une catastrophe sanitaire générale du pays. Oui, je rappelle, dans le Cher, 80% du personnel sont des ressortissants étrangers. Pierre Schwab, là-dessus, sur une grande exigence, notamment au concours d'entrée, et puis finalement, on a affaire à des ressortissants étrangers dans l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur l'hôpital public, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, on était en 2012, il y avait pas de problème de manque de professionnels. On va dire ouvertement. Hein. C'est-à-dire c'est que nous, on dénonçait déjà une carence pour le fonctionnement, mais on va dire que les postes étaient complets. Jusqu'en 2017-2018,
c'était très compliqué pour un Parisien de pouvoir être muté en région ou en province. On ne parlait absolument pas de carence dans la profession. Nous, on dénonçait une carence, enfin un manque, mais il n'y avait pas de carence en termes de présence dans les hôpitaux. Là où ça a commencé à être un petit peu plus compliqué, c'est effectivement à partir de 2019 et de 2020 avec l'apparition du Covid, où là, effectivement, on a eu un départ massif de professionnels qui, très clairement, en réponse, ont quitté l'hôpital public. Mais sur les intrications qu'il peut y avoir sur maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait appel surtout à de l'intérimaire, donc à des boîtes privées, à des systèmes où aujourd'hui, en plus, on remarque que même certaines boîtes intérimaires proposent des professionnels qui ne sont même pas diplômés. On propose des aides-soignants qui n'ont pas de diplôme d'aide-soignant. Mais ça, c'est les vices du système. Effectivement, quand on est dans une situation où on demande des professionnels, on fait confiance à des boîtes privées qui n'ont que comme seul objectif, en réalité, de faire de l'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu une affaire l'année dernière en Belgique où les gens ont porté plainte contre une boîte d'intérim, si vous voulez, qui engageait des infirmières libanaises et qui les mettait sur le marché du travail en Belgique en promettant aucun arrêt médical sur 5 ans. Donc, ils proposaient des professionnels en disant qu'elles ne s'arrêteront pas, elles n'auront aucun arrêt médical sur 5 ans, tout simplement parce que si elles tombaient enceintes, elles devaient 10 000 euros à la boîte d'intérim. On est sur un commerce un petit peu large avec certains pays comme le Liban où on a à peu près un tiers des infirmières, enfin on a 2 tiers des infirmières libanaises qui n'exercent plus sur le territoire libanais. Donc effectivement, il y a un marché du personnel paramédical, alors en Europe, en France, un peu partout. Et ça fait effectivement aujourd'hui, on est sur un moment où on ne sait plus trop qui nous soigne et en fait, même, on peut même se demander si tous les professionnels qui sont proposés par ces boîtes d'intérim ont des diplômes, très clairement. Oui, donc, Au-delà du fait que ça soit des diplômes étrangers, parce qu'en réalité, je pense qu'une infirmière libanaise a à peu près les mêmes compétences qu'une infirmière française, très clairement. Mais au-delà de ça, on peut aussi avoir des problèmes tout simplement avec des personnes qui n'ont pas de diplôme. oui, parce qu'on vide, ce que vous avez dit, on vide donc ces pays de soignants, on les prive de soignants aussi. Et puis, vous avez parlé de l'intérim, c'est très intéressant. C'est vrai que pour certains infirmières notamment, qui expliquent que c'est plus rentable pour elles d'être en intérim et de faire ce qu'elles veulent. Elles gagnent beaucoup plus qu'avec un CDI en ayant un week-end sur 2. Moi, je voulais vous parler de la gestion technocratique de l'hôpital parce que vous en avez parlé tous les deux de cette gestion comptable. Vous avez parlé notamment de voilà, aujourd'hui l'hôpital devient une entreprise avec un équilibre budgétaire. Bruno Megarban, aujourd'hui, l'hôpital est géré notamment depuis 2009 donc par des directeurs d'hôpitaux qui sont en réalité des hauts fonctionnaires et qui peuvent être déconnectés vraiment de la réalité de l'hôpital. Alors, je dirais plus que les directeurs des hôpitaux qui sont quand même sur place, qui sont en contact avec les soignants, ce sont les administratifs des ARS qui, en fait, donnent les ordres et donnent la façon de gérer à ces fameux directeurs. Malheureusement, les directeurs sont les bras liés à ces gestionnaires à l'ARS qui, eux, sont totalement coupés des réalités et dont le nombre augmente de façon exponentielle et qui, malheureusement, on va dire, pense que la bonne gestion de l'hôpital se fait effectivement par des mesures administratives, par ce que l'on appelle du reporting, c'est-à-dire en fait nous passons notre temps à donner des indices et des indicateurs de satisfaction et de qualité plutôt que d'améliorer la qualité elle-même. Et donc finalement, ceci nous prend beaucoup de temps, détourne une partie de notre temps productif vers un temps de production de ce type d'indicateurs et effectivement fait que nous aboutissons à une usine à gaz totalement déconnectée des réalités, avec malheureusement une hypertrophie de la partie administrative de l'hôpital, qui continue d'ailleurs, et qu'il faudrait là aussi, un peu comme la gouvernance, mettre totalement à plat. En fait, si vous voulez, cette logique comptable essaye de prioriser
le volume et les actes de soins à la qualité, à la relation humaine, et ne trouve finalement comme seule variable d'ajustement comptable que la réduction du nombre de personnel et du nombre de lits, en se donnant l'illusion de la qualité avec des indicateurs totalement erronés que nous passons notre temps à faire. Pierre Schwab, dernière question, mais pour rebondir sur ce que disait Bruno Megarban, c'est vrai que la relation humaine est remplacée au profit justement du profit, c'est-à-dire qu'il n'y a il y a de moins en moins de relations humaines parce qu'il faut qu'il y ait une relation donc de patient à client plus que véritablement de patient. Alors, dans le milieu, ils appellent ça plutôt la patientèle, plus que la clientèle. Voilà, justement. C'est un terme technique, ça passe un peu mieux. Oui, effectivement, le temps passé en fait en communication avec le patient est extrêmement limité, puisqu'aujourd'hui on nous a limité à faire effectivement de l'acte. Donc en ce qui concerne les professionnels paramédicaux, alors, vous devez aller dans des urgences, mais chez nous c'est plutôt faire des prises de sang, faire des choses comme ça. Enfin, c'est très très codifié et en fait on nous demande surtout de faire ça. Et le temps de prendre le temps, on ne l'a plus. Il faut bien comprendre que dans notre milieu, le temps, c'est une ressource rare, c'est une ressource précieuse. Pour certains patients, le temps, c'est vital, on va dire. Donc, nous aussi, ce temps, quand on manque de professionnels et que la charge, enfin la demande de soins explose, effectivement, on va favoriser l'acte et le traitement plus que le temps de parole et le temps auprès du patient, malheureusement. Et c'est une des choses qu'on dénonce aussi dans le fonctionnement actuel de l'hôpital. C'est-à-dire, c'est que ce temps-là, n'étant pas codifié, n'étant pas mesurable et n'étant pas chiffrable ni rémunérateur, on va pas payer les gens pour expliquer ce qui va se passer. Ça n'existe pas en termes de codation. Celui-là n'est pas reconnu comme un temps travaillé ou comme un temps dans le travail. Le travail est vraiment codifié en temps pour poser une prise de sang, faire une perfusion. Enfin, c'est ça notre temps de travail qui est codifié, qui est rémunérateur et qui est reconnu, on va dire, par nos pairs et par l'hôpital. Codifié, donc de moins en moins humain, et on comprend aussi tout ce mouvement de manifestations qui ont eu lieu en janvier, en février, des médecins auxquels on n'est pas véritablement habitué. On n'aura pas le temps d'en parler, mais merci à vous Pierre Schwab. On rappelle que vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon, vous êtes membre du collectif Interurgence, et merci à vous Bruno Megarban, vous êtes chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière de Paris. J'ai envie de vous dire bon courage à tous les deux.